Considérées comme des maladies taboues, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida continuent à faire des victimes. Doit-on avoir honte d'en parler? Comment faire pour les éviter? Accompagnés par le projet DAMCAM, nous en parlons dans un instant avec nos invités. Chers internautes, merci de nous recevoir dans votre émission Kendeya sur votre chaîne Kedinfo. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux IST et au VIH-Sida. Pour en parler, nous avons deux invités, M. Ngom, ICP du poste de santé de Dalaba, Mme Sow, maîtresse sage-femme du centre de santé de Kédougou. Pour commencer, M. Ngom, pouvez-vous nous définir les infections sexuellement transmissibles, communément appelées IST? Merci Abi. Donc je vais remercier Kedinfo et le partenaire qui a permis la réalisation de cette émission. Et aussi m'enchanter aujourd'hui de partager cette émission avec ma collègue Djabou Sissoko qui est là. Donc pour revenir à ta question, je pense que les IST, comme vous l'avez dit, hein, comme on l'a dit, c'est des infections sexuellement transmissibles. Donc ça signifie les infections qui sont dues à des bactéries, des virus ou bien des parasites par voie sexuelle. Donc c'est ça, cela explique quoi. C'est l'ensemble des infections qui sont dues par des parasites, des bactéries ou des virus par voie sexuelle. Monsieur Ngom, quelles sont les causes de ces IST? Donc les causes de ces IST, c'est probablement la plupart des temps, c'est dû à des rapports des rapports sexuels mal ou non protégés. Parce qu'on parle des IST, on parle par voie sexuelle. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a d'autres voies qu'on peut contracter ces IST. Notamment la voie sanguine ou bien la voie verticale qui concerne la voie mère-enfant. Mais aussi, dans cette voie sexuelle, je vais en revenir, c'est par contact par voie sexuelle, que ce soit vaginal, anal ou bien oral. Donc, on peut contracter cette maladie. D'accord. Et Madame Sow, vous avez quelque chose à rajouter? Ok, bonjour tout le monde. Je tiens à féliciter mon collègue Souleymane Ngom, ICP chef du poste de santé de Dalaba. Remercier le partenaire DAMCAM qui a voulu initier cette émission. Comme il l'a si bien dit, c'est une infection sexuellement transmissible. Une infection qui est due à des bactéries, des parasites, des champignons. C'est une infection qui se transmet par voie sexuelle, c'est-à-dire par des rapports sexuels, par voie homosexuelle ou hétérosexuelle. Je pense que c'est une définition universelle. Et comme il a dit, il y a d'autres formes de voie de transmission, c'est-à-dire la voie sanguine. Et chez la mère et l'enfant, il y a une voie aussi verticale qui est là. Et quels sont les types d'IST que vous rencontrez en général, que vous rencontrez souvent? En général, les types d'IST que nous rencontrons au niveau de nos structures de santé, ce sont des IST avec écoulement. Parce que dans les IST, il y a une classification qui est faite. Il y a des IST par écoulement, il y a des IST par ulcération, il y a les douleurs abdominales, pelviennes, syndromiques qui sont là. Il y a aussi autres formes d'IST. Dans nos consultations courantes, nous rencontrons le plus souvent les IST avec écoulement chez la femme ou bien chez l'homme. Alors, Madame Sow, comment se fait la prise en charge de ces cas d'IST? La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Je pense qu'en cas d'IST, nous essayons de traiter d'abord la personne infectée. Nous traitons le couple s'il s'agit d'une femme et d'un mari, ou bien les partenaires aussi, parce que le traitement va au-delà même de la personne. Il y a le traitement de la personne concernée, il y a le traitement des conjoints, il y a le traitement préventif aussi qui doit se faire, c'est-à-dire l'utilisation des préservatifs pour ne pas contaminer d'autres personnes. Merci beaucoup, Madame Sow. Monsieur Ngom, quels sont les dangers liés aux IST non traités? Bon, les dangers
liées aux IST non traités, parce que tout le monde le sait avant. Je pense que les IST constituent une porte d'entrée pour le VIH-Sida. Parce qu'aujourd'hui, l'IST le plus virulent et qui pose problème actuellement partout, c'est l'IST VIH-Sida. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a aucun remède par rapport à ce type d'IST qui est là. Actuellement, ce qu'on a comme qui est disponible, c'est juste des médicaments stabilisants, c'est-à-dire qui permet vraiment de maintenir la personne en bonne santé. Mais pour vraiment le remédier, c'est-à-dire le guérir, jusqu'à présent, la question est là et ça pose toujours problème. Il n'y a pas un médicament pour l'IST-Sida pour vraiment le guérir de manière définitive. Donc je pense que c'est ça, quoi. Pour les dangers liés aux IST, parce que nous avons cité les cas d'IST, les formes d'IST. Pour les dangers, chez la femme, on peut avoir un syndrome inflammatoire pelvien, c'est-à-dire des femmes qui vont se plaindre toujours de douleurs au niveau du bas-ventre. Il y a les grossesses extra-utérines, c'est-à-dire la grossesse ne s'insère pas dans l'utérus, elle s'insère hors de l'utérus. On peut avoir aussi une stérilité. La femme peut aller jusqu'à ce qu'elle ne peut pas avoir un enfant. Et maintenant, chez l'homme, l'homme même peut perdre son sexe, vous m'excusez du terme, ou bien la stérilité. Et chez l'enfant qui va naître, parce que nous avons parlé de différentes formes de transmission, la transmission mère-enfant, nous pouvons avoir un retard de croissance, des enfants qui vont naître avec un faible poids de naissance. Nous pouvons aussi avoir des morts intra-utérines, des enfants qui vont mourir à l'intérieur de l'utérus de leur maman. Nous pouvons avoir par exemple la syphilis congénitale. Si une maman est atteinte de la syphilis, si la syphilis n'est pas traitée, la maman peut contaminer son enfant. Il y a la conjonctivite aussi, des enfants qui naissent avec les yeux rouges. Je pense que ce sont les IST qui sont responsables de ces cas de conjonctivite encore pour la plupart des enfants. Alors quel est le lien qui existe entre les IST et le VIH-Sida? Les liens qui existent entre le VIH et les IST. On sait que le VIH est une IST d'abord. C'est une IST, c'est une autre forme d'IST parce que dans les catégories d'IST qu'on a citées, on a eu à citer les IST avec écoulement, les IST avec ulcération, les DAP syndromiques. Il y a aussi les IST, autres IST, c'est-à-dire l'HPV. L'HPV qui est responsable du cancer de l'utérus chez la femme. Il y a l'hépatite B qui est là aussi. Il y a aussi le virus immunodéficient, le VIH qui est là aussi. Je pense que le lien qui existe entre le VIH et les IST, c'est-à-dire que le VIH est une IST. Je vais juste ajouter par rapport à les IST qui existent entre les liens, c'est-à-dire IST, il l'a dit, que le sida est une IST. Mais aussi par rapport à leur mode de transmission, je pense qu'eux, ils ont tous ça de commun, c'est-à-dire la transmission par voie sexuelle. Mais aussi, probablement, je ne vais pas anticiper sur les moyens de prévention, parce que c'est les mêmes moyens, c'est-à-dire c'est les mêmes modes de transmission. Ça, tous les IST, ils sont de commun. C'est pour cela qu'on les met tous dans ce même lot. Et pour aussi les moyens de prévention, c'est les mêmes points de prévention, que ce soit les IST et le sida. Les modes de transmission, c'est pareil, et aussi les modes de prévention, c'est identique. Donc je voulais juste ajouter par rapport à ce que Diabo a dit. Pour rappel, cette émission est accompagnée par le projet DAMCAM, Dandéam, Tchalalam, Ma Voix, Ma Santé. Le projet DAMCAM vise à améliorer l'accès à la santé de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou pour une durée de 5 ans, grâce à un financement de Affaires mondiales Canada, une initiative de l'ONG Carrefour International. Alors, Madame Sow, décidément, quels sont ces modes de transmission du VIH-Sida? Comme nous avons eu un peu parlé des modes de transmission, nous allons citer les principaux modes de transmission qui sont là. Il y a la transmission sexuelle d'abord. 80% des cas sont transmis par la voie sexuelle, par des rapports sexuels non protégés ou mal protégés. Il y a la transmission sanguine aussi, par l'utilisation des aiguilles, par exemple, qui sont contaminées, l'accident d'exposition au sang. Il y a le mode aussi vertical qui est là, la transmission mère-enfant.
une transmission qui peut se faire pendant la grossesse. Un tiers pendant la grossesse, c'est-à-dire in utero, dans l'utérus de la maman. Au cours de l'accouchement, les 2 tiers. Au moment de l'allaitement aussi, ça peut survenir. Mais il y a des moyens qui sont là pour éviter cette transmission mère-enfant. C'est la prévention de la transmission mère-enfant qui est aussi un programme d'IVH qui est là pour aider ces femmes à ne plus contaminer les enfants. Les mamans peuvent accoucher, donner naissance à des enfants indemnes du VIH. Et quels sont les modes de prévention? Pour la prévention, c'est à 3 niveaux. Il y a la prévention primaire qui est là, c'est-à-dire d'abord le changement de comportement chez toute la population. Il y a l'abstinence qui est là, la fidélité, le respect dans le couple. Il y a aussi l'utilisation de préservatifs qui fait partie de la prévention primaire. Pour la prévention secondaire, c'est la prise en charge correcte des cas d'IST que nous rencontrons. Et pour la prévention tertiaire, quand les cas se présentent, qu'il n'y ait plus de complications liées à cette pathologie. D'accord, M. Ngam, vous avez quelque chose à ajouter? Pour revenir aux moyens de prévention, je vais appuyer seulement ce que vient de dire ma collègue Diabou. Donc, véritablement, par rapport à... Parce que bon, pour les IST, l'utilisation des préservatifs vraiment reste le moyen le plus efficace par rapport aux méthodes de prévention par rapport aux IST-SIDA. Mais il faut ajouter qu'il y a aussi la vaccination contre le cancer du col qui est maintenant introduit dans le programme du PEV et qui est maintenant adopté dans le cadre vraiment dans le cadre aussi de la politique nationale de la santé au Sénégal. Parce que tout le monde sait que maintenant les enfants sont vaccinés les jeunes filles sont vaccinées à partir de 9 ans contre le cancer du col. Et je pense que ça aussi c'est un moyen de prévention par rapport à lui. Mais ce qui est plus important, il faut que les gens aussi se dépistent. Parce que le dépistage constitue un moyen de prévention primordial pour véritablement lutter contre ces IST-SIDA. Parce qu'aujourd'hui, si la personne connaît son statut, ça va lui permettre ça va lui permettre véritablement de mieux véritablement s'armer, c'est-à-dire de prendre toutes ces précautions pour ne pas nuire aux autres. Je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce que je l'avais dit tantôt dans mes propos, c'est les IST qui sont là et c'est les médicaments, on peut les guérir et qu'on peut guérir, qu'on peut prendre en charge et qu'on peut guérir. Mais pour le sida, la problématique reste toujours, demeure toujours. Donc il y a toujours le problème de traitement concernant la prise en charge du VIH qui est seulement un traitement stabilisant qui permet vraiment de maintenir le malade, mais ça ne peut pas guérir le malade. Donc le dépistage, je pense que constitue aussi une forme vraiment de prévention. Comment se fait la prise en charge du VIH? Bon, la prise en charge se fait de manière thérapeutique parce qu'il y a les ARV qui sont mis en place pour véritablement prendre en charge les cas de PV-VIH. Maintenant, la prise en charge dépendra selon le résultat du laboratoire. Parce qu'il va falloir que le patient soit dépisté du VIH, qu'il soit confirmé qu'il est porteur du VIH. Mais c'est en ce moment qu'on va typer, voir de quel genre de type de VIH qu'il a. Il va falloir qu'on fait le typage du type de VIH qu'il a. Qu'il s'agit du VIH1, il y a un protocole qui est mis en place et pour ce patient. Maintenant, s'il s'agit aussi du VIH2, il y a un protocole spécifique qui est mis en place pour ces patients. Donc des ARV aussi sont disponibles au niveau des centres de santé, au niveau des centres de traitement spécialisés et qui sont gratuits à tout patient. Donc au-delà de ça, il y a des bilans paracliniques qui est dédié aux patients qui ont porteurs de VIH et dans leur suivi par rapport à leur traitement. Alors, Madame Sow, tout à l'heure, M. Ngom nous parlait de VIH1 et de VIH2. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le VIH1 et c'est quoi le VIH2? Quelle est la différence? Pour le VIH1 et le VIH2, parce que nous savons au Sénégal, nous avons deux types de VIH. Il y a le profil 1 qui est le VIH1 et le profil 2 qui est le VIH2. Le VIH2 est plus répandu au Sénégal parce que c'est le plus virulent au Sénégal. Nous avons des cas de VIH2, mais le nombre est peu par rapport au VIH1. D'où l'importance de la prise en charge. Comme mon collègue a eu à aborder sur la prise en charge, cette prise en charge, elle est multidisciplinaire. C'est un paquet de services qui est là pour prendre en charge le
le patient. C'est-à-dire il y a un service social qui est là, il y a le service médical, il y a le laboratoire, il y a même les infirmiers au niveau des postes de santé, parce que la prise en charge maintenant se fait à différents types de niveaux. On a même décentralisé dans les postes de santé les plus reculés pour que les patients se sentent à l'aise dans la prise en charge. Parce que pour prendre une charge, une personne du VIH, il faut beaucoup de moyens. Parce que d'abord, il faut faire l'éducation thérapeutique. Il faut que la personne accepte sa séropositivité d'abord. Et pour cela, le service social est là pour accompagner la personne, pour vraiment montrer à la personne que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. C'est une maladie comme le diabète. C'est une maladie comme l'hypertension artérielle. C'est une maladie comme le cancer. Nous pouvons vivre du VIH sans avoir de complications si on est bien pris en charge. Par exemple, M. Ngom a parlé de la prise en charge avec les ARV. Il y a les ARV qui sont là parce qu'il y a deux types de VIH. Le VIH1, la prise en charge du VIH1 est différente de la prise en charge du VIH2. Pour un patient vivant avec le VIH1, il peut prendre des ARV. Il peut venir faire un bilan. Il y a un bilan qui doit se faire tous les 6 mois, vraiment pour voir si la charge virale est supprimée. Et si cette charge virale est supprimée, cette personne peut vivre du VIH sans contaminer les autres. Je pense que d'où l'intérêt de la prise en charge et une bonne information dans la communauté pour que les gens se fassent dépister et se prennent en charge correctement. Parce que si la prise en charge est faite correctement, ça peut freiner même l'évolution du virus. Parce que la personne n'a plus la possibilité de contaminer une autre personne, même si elle vit avec cette dernière. Je pense qu'avec la prise en charge des ARV, la charge virale va être supprimée, la personne va vivre longtemps et ne pourra pas contaminer d'autres personnes. Pour rappel, l'émission est accompagnée par le projet DAMCAM, Dandeam Tchalalam, Ma Voix, Ma Santé. Le projet DAMCAM vise à améliorer l'accès aux services relatifs à la santé de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou pour une durée de 5 ans, grâce à un financement d'Affaires mondiales Canada, une initiative de l'ONG Carrefour International. Et qu'en est-il de la prise en charge du VIH2? Pour le VIH2 aussi, il y a une prise en charge qui est là. Pour commencer, il y a des médicaments qui sont là. Parce que le virus, c'est une forme une forme de virus dont les médicaments vont agir à différents niveaux. Au niveau du noyau, il y a des médicaments qui vont agir là-bas. Au niveau de la membrane, il y a des médicaments qui vont agir là-bas. Et à différents types de niveaux, les médicaments vont agir. Maintenant, au Sénégal, nous avons identifié 5 protocoles de traitement qui sont en cours actuellement pour la première ligne. Et cette première ligne peut être substituée. Pour le VIH2, il y a des médicaments qu'on ne donne pas à une personne vivant avec le VIH1 parce que ces médicaments sont résistants pour le virus de type 1. Donc, on doit faire la sérologie pour identifier le VIH1 et le VIH2 parce qu'il y a des médicaments qui ne se donnent pas pour une personne vivant avec le VIH2 parce que le virus est résistant à ces médicaments. D'où l'intérêt de savoir le profil de la malade et de savoir les protocoles de traitement. Et une autre remarque aussi pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, des femmes qui vivent avec le VIH. Il y a un protocole de traitement qui est là. Parce qu'il y a un protocole standard qui est là, mais pour la femme enceinte, dans cette zone, il y a des femmes enceintes qui présentent des cas d'anémie. Quand il y a des cas d'anémie, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués dans la prise en charge. Donc, pour ces cas, on a réglé ce genre de problème. Il y a des médicaments spécifiques qu'on donne à la femme enceinte pour qu'elle ne puisse pas contaminer son enfant. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont en danger. La maman est déjà contaminée et il ne faut pas prendre le risque de contaminer le nouveau-né pendant la grossesse, et pendant l'accouchement et après même l'accouchement. Quelles sont les statistiques du VIH dans la région de Kédougou? Donc pour les statistiques du VIH dans la région de Kédougou, donc pour le niveau national, parce qu'on est membre là-bas, je pense que le taux de prévalence, on est à 0,3%. Donc pour la région de Kédougou, nous sommes à 0,6%. Donc en 2021, nous avons 367
PV-VIH en fil actif, dont 49 pour cette année 2021 qui sont dépistés dans la région de Kédougou. Et parmi ces 49, il y a 20 qui ont une charge virale supprimée. Donc, les pertes de vie, il y en a 51. Il y a 51 pertes de vie. Donc, pour la PTME, nous avons 9 nouvelles porteurs de VIH qui ont été dépistés dans le cadre du PTME comme nouveaux. Et pour les anciens, nous avons 2 dans le cadre de la PTME qu'on est sur la file active. Madame Sow, pouvez-vous revenir sur ce que M. Ngom vient de dire? Tantôt, il nous parlait de PTME, de AN et autres. M. Ngom parlait de la PTME. La PTME, c'est un acronyme, c'est une signification. Ça veut dire la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. C'est un programme qui est là. Ce programme vise à prendre en charge correctement les femmes enceintes. Parce que maintenant, pour les femmes enceintes, il y a un atout qui est là. Toute femme enceinte venue en consultation dans les structures de santé doit bénéficier, après un counseling, après avoir discuté avec elle, doit bénéficier d'un dépistage au VIH. Si ce test s'avère positif, il y aura une confirmation qui sera faite. Après la confirmation, la personne va être suivie par une des sages-femmes qu'elle veut. Parce que le choix dépend de la patiente. Elle va choisir sa sage-femme. Et après ce choix, il y a un programme qui est là, c'est-à-dire le programme d'Édiqué. Le programme d'Édiqué qui vise à aider les femmes enceintes de la grossesse à l'accouchement jusqu'à ce que l'enfant ait 12 mois de vie, jusqu'à ce que l'enfant fasse la sérologie finale, c'est-à-dire à 14 mois de vie. La sage-femme va suivre cette dame durant toutes ses consultations prénatales. Elle va essayer de voir si la prise des médicaments est régulière. L'aider dans le côté social encore, parce que ce sont des femmes d'abord qui sont affectées. On doit les encadrer, les aider vraiment à accepter leur sérologie et à continuer régulièrement la prise en charge. Après accouchement, dans une structure de santé, parce que l'accouchement ne doit pas se faire à domicile, parce qu'on a parlé tantôt des modes de transmission. Il y a le mode vertical dont la transmission peut se faire pendant l'accouchement. Et l'accouchement, si ça se fait à domicile, ça peut avoir une contamination chez le nouveau-né. D'où l'accouchement doit être fait par un personnel qualifié au niveau du centre de santé ou bien des postes de santé avec des personnels qualifiés. Après l'accouchement, l'enfant doit bénéficier d'une prise en charge. Parce qu'on doit mettre l'enfant sous prophylaxie, c'est-à-dire sous prévention avec des ARV pour le nouveau-né. Après ça, c'est un enfant qui va être suivi durant 14 mois de vie. Parce qu'elle doit allaiter son enfant correctement tout en prenant les médicaments, faire un diagnostic précoce du VIH chez l'enfant. Parce que pour cet enfant, on doit faire le diagnostic pour voir si la maman n'a pas contaminé l'enfant. Et après le sevrage, la maman va revenir pour faire une sérologie finale pour confirmer que l'enfant n'a pas été infecté. C'est ça dont on parle du programme PTME. La prévention de la transmission mère-enfant est un programme qui vise à aider les femmes enceintes. M. Ngom a parlé d'une file active. La file active, les PTME en font partie. Et dans la région, il a parlé de 367 cas au niveau de cette région. Et nous avons remarqué que la prévalence est élevée par rapport à la norme nationale. Parce que la norme nationale est de 0,3% et on a constaté que Kédougou a 0,6%. Donc on a doublé même la norme nationale. Je pense que ce sont des stratégies à faire au niveau de nos zones pour vraiment diminuer cette prévalence. Parce qu'on était au-delà de 0,6%. Il y a des activités qui se mènent au niveau de la région de Kédougou et même dans le district de Kédougou pour pouvoir réduire cette prévalence. Peut-être de quitter de 0,6 jusqu'à 0,3%. Et pour cela, il faut une implication de la communauté. Parce que c'est la communauté qui sera dépistée. Et s'il y a un nombre maximum qui est dépisté, nous pouvons vraiment maîtriser cette pandémie. Et Kédougou peut même baisser cette prévalence jusqu'à moins de 0,3%.
pour une mère porteuse du VIH, peut-elle continuer d'allaiter son enfant? Évidemment, oui. Le VIH n'est pas une fatalité. C'est une maladie comme toutes les autres maladies. La femme peut allaiter normalement son enfant sans le transmettre le virus. Nous parlons maintenant de l'allaitement maternel protégé. La femme est déjà sous ARV, sous médicaments. Après naissance, nous allons mettre le nouveau-né sous ARV pendant 6 semaines. Et durant ces 6 semaines, il n'y aura pas presque de contamination. La maman peut allaiter normalement son enfant au sein sans le transmettre le VIH. Et elle peut continuer à allaiter jusqu'à 12 mois. On n'interdit pas aux mamans d'allaiter les enfants parce que le lait, c'est le premier vaccin de l'enfant. Ça protège l'enfant contre beaucoup de maladies et ça améliore le lien maternel entre l'enfant et la maman aussi. Je pense qu'on ne doit pas interdire les femmes vivant avec le VIH d'allaiter leur maman. Les enfants sont mis sous prophylaxie, donc le risque de contamination est faible, voire nul. Alors, M. Ngop, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des couples sérodiscordants? Qu'est-ce qui est à l'origine? Donc, merci. Je pense que dans la sérodiscordance, dans un couple, je pense qu'il s'agit jusque parmi les conjoints, que ce soit l'un ou l'autre, il y a quelqu'un qui a une sérologie positive et l'autre une sérologie négative. C'est-à-dire l'homme ou bien la femme, quelqu'un est porteur et l'autre n'est pas porteur. Et dans ces couples, c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes à gérer ces couples parce qu'à chaque fois, l'autre dit que c'est le mari ou bien c'est la femme qui l'a contaminé. Et malheureusement, on fait tardivement l'autre conjoint ou bien l'autre conjointe la sérologie. C'est pour ça que je disais tantôt que dans le dépistage, il est important dans les modes de prévention de véritablement mettre en avant ce qu'on appelle le dépistage. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif national s'accorde au 3,95 qui est très important et qui revient sur ça. Parce qu'aujourd'hui, si dans un couple, avant le mariage ou bien pendant que vous êtes ensemble, que l'un ou l'autre connaît son statut, ça permet à l'autre ou bien à un de ses conjoints, un jour, si une personne s'avère porteur, au moins il saura le responsable, c'est-à-dire là où il a contracté. C'est pour cela que l'importance de connaître son statut à instant T. Parce qu'on est confronté à ces conflits entre partenaires. Donc c'est pour éviter ces conflits. Maintenant, c'est d'où l'importance de vraiment de se dépister très tôt. Ça te permet de voir qu'à telle période, je me suis dépisté et en ce moment, le test était revenu négatif. Entre-temps, parce qu'on a dit, la période de reconversion dure 6 mois, non? Donc ça dure 1 mois, ça dure 6 mois. Donc la personne, s'il contracte le VIH-Sida, il fera, c'est-à-dire que le test risque d'être positif, comme c'est la séroconversion, c'est-à-dire qu'à l'instant T, il ne peut pas avoir un test positif. Donc le test probablement sera positif à 6 mois après qu'il ait contracté le virus. Donc c'est ça que j'ai dit. Il faudra toujours insister sur le mode de transmission. Parce qu'il y a des couples. Dans le couple, soit c'est l'homme qui est positif, soit c'est la femme qui est positive. Maintenant, dans ces cas de figure, il faut que la responsabilité soit partagée. Parfois, la faute est rejetée sur la personne. Et or, on oublie les modes de transmission. Parce que ce n'est pas la voie sexuelle seulement qui est un mode de transmission. Nous avons dit que 80% des cas sont transmis par voie sexuelle. Mais n'oubliez pas, il y a la voie sanguine. Ce que nous oublions le plus souvent. Il y a des gens qui vont s'injecter. Même si nous prenons le cas des gens qui se droguent. Ils prennent la même seringue, ils vont s'injecter. Hein? Si le premier est contaminé, il risque de contaminer le deuxième. Avec la population générale aussi, les tatouages, même si ça se fait rarement, ou bien les piercings, ou bien dans les salons de coiffure même, on peut contaminer des personnes. Je pense que la contamination, elle n'est pas sexuelle seulement. Elle peut se faire par voie sanguine, par des objets contaminés. Elle peut se faire aussi par mère-enfant. On a vu des filles vierges qui sont porteurs du virus VIH. Je pense que d'où l'importance d'une sensibilisation au niveau de la population. La femme est une personne vulnérable.
D'où l'importance de sensibiliser au niveau de la communauté les modes de transmission. Parce que si une personne est infectée, ce n'est pas parce qu'il a un comportement malsain qu'il a eu le VIH. Peut-être qu'il peut l'avoir par d'autres moyens, c'est-à-dire la voie sanguine, la voie mère-enfant. C'est comme l'a dit M. Ngom, il y a des politiques qui sont mises au niveau national. D'où l'importance des 3,95, c'est de dépister 95% de la population. Et pour cela, il faut que la population se rapproche au niveau des structures sanitaires pour se faire dépister. Et dans un couple sérodiscordant, de ne pas rejeter la faute à la personne contaminée parce qu'on ne sait pas le moyen de transmission du VIH à cette personne. Elle peut être multiple, elle peut être sexuelle, comme sanguine ou verticale. Ok. Madame Sow, peut-on guérir des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida? On peut guérir des infections sexuellement transmissibles s'ils sont pris précocement. Pour le VIH, même si on ne guérit pas du VIH, on peut vivre avec le VIH des années. Parce que quand on a une charge virale supprimée, c'est comme si on est guéri. On ne dit pas qu'on ne vit pas. Il y a le virus dans l'organisme de la personne, mais la charge virale est supprimée. Cette personne n'a plus la possibilité peut-être de contaminer d'autres personnes. Je pense que la prise en charge doit être précoce. Quand elle est précoce, la personne peut vivre du VIH sans contaminer les autres. Et pour les infections sexuellement transmissibles, pour la prise en charge, quand il n'y a pas de complications, parce que nous avons parlé des complications chez la femme, chez l'enfant et chez l'homme. Nous pouvons même aller jusqu'à la stérilité. Et quand il y a la stérilité, c'est un grand problème. Je pense que si la prise en charge est précoce, pour les infections sexuellement transmissibles, on peut traiter correctement les femmes et les hommes pour ne pas avoir de complications. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Ngom, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot est juste vous remercier par rapport à cette invitation et vous dire que c'est toujours un plaisir de parler un peu des problèmes de la santé au niveau vraiment de la région et en général au niveau du Sénégal. Et dire que vraiment les IST constituent vraiment, SIDA constitue vraiment une problématique une problématique de santé publique au niveau du Sénégal. Mais ce qui est plus important, moi, que les gens aient le courage véritablement d'aller dans les structures de santé pour se dépister très tôt pour une prise en charge précoce. Parce que quand une IST est prise en charge de manière précoce, c'est un moyen de prise en charge, mais aussi ça constitue un moyen de prévention. Et aussi, ça a aussi un moyen de prévention pour les IST ultérieurs, que ça a par rapport aux autres conjointes, et par rapport à la propagation, mais aussi par rapport au VIH-Sida. Parce que j'ai tantôt dit que les IST, on peut les considérer comme une porte d'entrée du VIH-Sida. Parce que plus que la personne est vulnérable, plus il y a le taux de risque de contracter le VIH est plus élevé. Donc vraiment vous remercier de cette invitation et remercier ma collègue que j'ai partagé le plateau et aussi remercier le partenaire qui a vraiment facilité cette émission, vraiment à l'intérêt vraiment des populations. Merci beaucoup Madame Sow, au mot de la fin. Merci Abi. Nous tenons vraiment à remercier les réalisateurs, remercier mon partenaire Ngom, remercier le projet d'Ankam qui est un partenaire fidèle de la région de Kédougou. Nous avons eu à travailler avec ce partenaire qui booste les indicateurs de la santé des adolescents, surtout dans la zone de Kédougou. Nous remercions Damkam pour cette initiative. Les IST et le VIH-Sida est un problème de santé publique. Je pense que nous avons débattu aussi sur les signes, les causes, les complications. Et si une prise en charge correcte a été faite depuis le début, nous pouvons éviter les complications. Et c'est une activité vraiment à partager dans les autres districts, car c'est une population qui est menacée. Si nous avons vu les taux que nous avons présentés aujourd'hui, notre taux de prévalence qui est de 0,6% supérieur à la normale, je pense qu'on a un boulot à faire au niveau de la région de Kédougou. Nous appelons toute la communauté et toute la population de Kédougou pour
pour venir participer massivement à cette activité et se faire dépister dans les structures de santé pour éviter ces complications et pouvoir baisser cette prévalence hausse au niveau de la nationale. Chers internautes, l'émission a été accompagnée par le projet DAMCAM, Dande Am Tchalalam, Ma Voix, Ma Santé. C'est tout pour cette émission. Maintenant, vous savez tout sur les IST et le VIH-Sida. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Merci. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Kendia.